je dois d'abord dire que lorsque Marie-Pierre et Awacher m'ont adressé une invitation à joindre ce panel, la principale question qui m'a taraudé l'esprit, et d'ailleurs qui persiste, c'est celle de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce sujet, qui n'a pas été dit et sur plusieurs formes, dans plusieurs assemblées. Et qu'est-ce que cela va changer de d'éviter les sempiternelles litanies que nous, défenseurs, voilà, hommes et femmes, des droits des femmes convaincus ou juste le temps de la performance. Qu'est-ce que cela va changer dans la réalité? Et j'étais aussi curieuse de savoir qui allait être notre public aujourd'hui. Je me suis demandé, ok, Amidou, Fatou et moi, allions-nous avoir en face de nous un public déjà averti, comme c'est très souvent le cas, habitué à se parler, et qu'est-ce que cela va changer au fond? Et je suis heureuse de voir des jeunes filles avec nous, des lycéennes, comme c'est la pratique pour le musée. Et je dois dire que je me pose toujours ces questions-là, non pas parce que j'ai de l'aversion pour les débats d'idées, ou pour des instances comme la nôtre aujourd'hui, dans lesquelles des problèmes de société sont posés, disséqués, et peut-être en espérant qu'avec une dose de plaidoyer informé, que nous arrivons à distiller peut-être des éléments de connaissance pour espérer améliorer un peu des choses, rallier un plus grand nombre à notre cause, et dans l'espoir d'enclencher des actions concrètes qui pourraient conduire au changement tant espéré. Et en fait, si je me pose toutes ces questions, c'est parce que, comme vous devez peut-être commencer à le sentir, je commence à être gagnée par un certain désespoir. C'est triste de le dire, et voilà, nous sommes des combattantes, nous sommes des activistes, nous sommes tout ce que vous voulez. Nous ne devons pas baisser les bras. Mais en ce qui concerne les droits des femmes au Sénégal, au vu de ce que nous vivons tous les jours, je commence à être gagnée par le désespoir. Et je vais partir de certains constats. Et ceci étant dit, je vais quand même essayer d'élaborer un peu sur le sujet en commençant par quelques constats, en essayant peut-être par la suite de poser le problème et quelques réflexions pour final qui peut-être pourraient nous aider à sortir de l'ornière. Alors, je vais préparer quelque chose, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. C'est peut-être juste revenir très rapidement sur ce que l'on considère en général lorsqu'on fait le diagnostic, lorsqu'on regarde la situation des droits des femmes au Sénégal, comme étant acquis dans les textes en rapport avec le vécu et la réalité des faits. On nous parle souvent des principes d'égalité qui sont dans la Constitution, qui sont consacrés par un certain nombre de textes. On nous parle, oui, des acquis comme la participation sans discrimination des femmes et des hommes dans les élections, la fameuse loi de la parité qu'on érige comme étant une grande victoire, les principes d'égal accès à l'éducation, à la santé, l'emploi, le traitement salarial, et voilà, et tout le reste. Il y a toute une longue liste. Sauf que ce que la réalité nous montre, c'est que voilà, il y a un hiatus entre la théorie, entre ce que les textes disent, entre les principes édictés, entre les acquis théoriques et le vécu. Et même si on regarde de manière beaucoup plus approfondie dans les textes, il y a une absence de manière, vraiment, c'est très, il faut peut-être aller au fond pour comprendre. Il y a en réalité une absence d'égalité de droit dans les textes et surtout des contraintes qui sont liées à l'existence effective de ces droits-là. Si on regarde nos politiques publiques, si on regarde nos programmes, si on regarde nos législations, l'amer constat est qu'il y a peu d'efforts d'intégration des préoccupations des femmes. Si on regarde le système éducatif, malgré les efforts consentis, il y a encore beaucoup à faire. Et dans la réalité des faits,
les conditions ne sont pas réunies pour un égal accès et surtout pour un maintien des filles à l'école. Et je pense que ça aussi c'est documenté, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut évoquer. Et puis, pour l'emploi et les rémunérations, il n'y a pas d'égalité de traitement de salaire, il n'y a pas d'égalité fiscale. En matière d'accès à l'emploi aussi, il y a une persistance de discrimination. Et puis au quotidien, dans les mariages, dans les ménages, dans nos rapports, dans la façon dont nous vivons notre sociabilité, dans nos rapports sociaux aussi, pareil, les discriminations sont là et criardes. Et d'une manière générale, et tout ça sous le faisceau de la persistance de préjudices, de pratiques coutumières et qui sont fondées sur la supériorité du sexe mâle sur le sexe féminin. Donc, et avec tout ça maintenant, une insuffisance de mesures correctives et positives dans tous les domaines. Je vais peut-être m'en arrêter là sur le tableau parce que c'est un tableau que l'on connaît en général. Et quand on dresse ce tableau-là, je fais un parti pris volontaire de vraiment m'appesantir sur les problèmes, d'accord? On va peut-être me dire, oui, mais il y a quand même des acquis, il y a ceci, on a fait un pas, voilà. Mais je fais un parti pris volontaire de m'appesantir sur les problèmes. Et lorsque nous allons toujours, lorsqu'on dresse ce tableau-là, nous nous appesantissons toujours sur ce qui nous semble être évident, surtout au vu de la responsabilité première de l'État, d'être le garant de l'exercice et de la jouissance de leurs droits par les filles, et par les femmes, par les citoyennes et par les citoyens. Alors, nous dirons qu'il y a une insuffisance de volonté politique en faveur de l'égalité des sexes, et je suis d'avis qu'il y a une insuffisance de volonté politique. Mais quand cette insuffisance-là se traduit par la non-conformité et le non-respect des engagements de l'État, aussi bien, et ces engagements, on les retrouve partout, avec le texte premier qui est la Constitution, mais aussi tous les autres engagements qui sont pris au niveau international. Et l'insuffisance de l'intégration de l'objectif d'égalité des sexes au niveau des politiques, j'en ai déjà parlé, la non-application effective des lois, etc., etc. Pour moi, le soubassement de tout cela et le grand défi qu'il va falloir relever, ce sont les contingences socioculturelles dont nous parlons aujourd'hui. Parce que ces contingences-là sont justement le fondement de tous ces problèmes-là dont j'ai parlé, de tous ces tares, de tous ces déficits dont j'ai parlé. Le patriarcat, dans ses anciennes et nouvelles manifestations, parce qu'il y a des anciennes constantes, mais aussi, pour moi, il y a de nouvelles manifestations. Et c'est ça qui, quand je disais qu'il y a un désespoir qui m'anime, c'est parce que j'ai l'impression, je pense qu'on en a discuté un peu là en coulisses avec Fatou, que chaque fois qu'on a l'impression qu'on a fait 2-3 pas, c'est comme si on fait 5-10 pas en arrière. Et ces dernières années, et présentement, là, je pense que l'ambiance qui règne dans ce pays, et je ne dis pas que notre pays est dans une situation qui est unique, qui est déconnectée, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial qu'on voit un assaut, qu'on voit des régressions, qu'on voit des attaques au niveau aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé, mais surtout dans l'espace public. On n'a jamais atteint, à mon avis, depuis certaines années, à ce niveau-là d'audace et de défiance et d'agressivité vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des filles, vis-à-vis des droits que l'on considérait au moins à un certain niveau comme étant acquis, soit au moins théoriquement. Et je pense que ça, pour moi, c'est très facile. C'est compliqué, c'est complexe, mais c'est très facile. C'est très facile à disséquer et à démontrer. D'une manière générale, si on regarde et rapidement brosser, quand on revisite notre rapport à la femme dans cette société-là. Et moi, je pense que c'est
disons, c'est le point de départ. Et les sociologues, les anthropologues, on en a parlé, on a écrit sur ça, on a réfléchi sur ça. Mais la femme, et je pense que c'est le point de départ, et peut-être que c'est l'élément fondateur. La femme est dépeinte sous le prisme du manque et du déficit. Okay? D'une menace pour le collectif, pour l'individuel, mais pour le collectif. Et au-delà des adages, je ne reviens pas sur les adages, sur les dictons et autres, voilà. Mais dans notre réalité, je pense que peut-être que, nous devons peut-être encore, à mon avis, chez les chercheurs, peut-être quelque part revenir et réinvestir ces questions-là pour comprendre comment sous des faits nouveaux, pour peut-être mieux comprendre certains soubassements. Je suis d'accord et je vais toujours rappeler que c'est un parti pris que j'ai, que c'est un parti pris là de m'appesantir sur les éléments qui sont... Donc je ne vais pas revenir sur... je ne vais pas m'appesantir sur d'autres considérations, disons, qui pourraient relativiser et tout. C'est vraiment un parti pris. C'est parce qu'on parle des contingences socioculturelles, c'est pour ça que j'insiste. Mais pour moi, je peux me tromper, mais personnellement, je pense que le sexisme, la misogynie et la peur à l'égard des femmes n'ont jamais atteint dans notre société le niveau auquel on est présentement. Indépendamment, encore une fois, des acquis, des avancées. Mais j'estime que si on juge à l'aune de notre époque, du chemin qu'on pourrait dire parcouru par le règne humain d'une manière générale, des outils à notre disposition, des niveaux d'exposition que l'on a individuellement, collectivement, des ressources intellectuelles, matérielles auxquelles on dispose. Il y a un très grand hiatus. Il y a un très grand hiatus entre... Il y a un très grand hiatus... voilà, je ne retrouve pas, mais je dirais qu'il y a un très grand hiatus entre là où on en devait être sur les questions des droits des femmes, sur les questions des droits des filles, et là où on est actuellement. Et pour moi, il y a une dissonance là qui, à mon avis, est à investiguer. Et c'est le sexisme et la misogynie qui font le lit de tout ce que les femmes et les filles vivent comme stigmatisation, comme discrimination, la mauvaise traite, tous les mots-là qu'on peut étaler. Et ce sexisme-là et cette misogynie, à mon avis, c'est celle-là qui est infusée dans tous les segments de la vie sociale, économique et politique. Je prends un exemple. Nous venons de vivre, et on est encore dans les locales, dans les investitures des locales. On regarde les investitures, mais le tableau que l'on a, pour moi, il est irréel. Et personne ne s'en émeut. Qui en parle? Personne ne s'en émeut. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas... ça passe crème. Je dis, mais où on est rendu là? On est en 2021, on a la parité depuis 2010, on a vécu des élections locales avant, on s'est battu, la parité n'a pas toujours été respectée. Mais regardons les investitures. Et c'est pour moi, c'est ce sexisme et cette misogynie qui est, je ne sais pas comment dire, le courant là, qui alimente tout. Ce que vous voyez dans les partis politiques, c'est ce que vous allez retrouver partout ailleurs. OK? Dans le milieu du travail, la façon dont on appréhende, la façon dont on apprécie, la façon dont on traite, c'est pour moi, c'est le même aliment là qui est dans toutes ces, qui anime et toutes ces dynamiques. Ce qui me, je vais peut-être revenir plus tard, mais
cette augmentation-là, vraiment crescendo et presque sans limite, de l'intolérance. C'est vrai qu'on est dans une époque qui est assez effrayante en matière d'intolérance, en matière d'anti-intellectualisme, en matière on est rhétor au débat, on est rhétor au débat contradictoire, on est rhétor aux idées qui ne sont pas les nôtres. Mais pour les femmes, c'est encore un autre niveau. Et les femmes vont subir, dans l'intersectionnalité là, de plusieurs de ces intolérances. Et cette intolérance-là, ce n'est pas seulement quelque chose qui est là, c'est la parole, c'est le verbe, c'est le langage, c'est le regard, c'est partout. Les femmes sont en insécurité matérielle, morale, physique, psychologique. Je ne me sens pas en sécurité quand je marche dans la rue. Ça, c'est une insécurité physique. Je sors faire mon sport. Encore maintenant, là, je vais être appréhendée par un homme qui pense qu'il a un droit sur mon corps. Qu'il peut dire ce qu'il pense, qu'il peut exprimer, etc. Parce qu'il est un homme, parce que je suis une femme. Mais au-delà de ça, regardons aujourd'hui ce qui se passe dans les espaces, dans l'espace public. Quel que soit cet espace-là, que ce soit la télé, que ce soit les trucs, que ce soit partout. Moi, je suis très inquiète pour nos filles. Je suis très inquiète pour mes petites sœurs. Je suis très inquiète. Mais ce ne sont pas seulement les filles, c'est tout le monde. Il n'y a plus de limite. Tout le monde subit aujourd'hui cette agression morale et physique et qui est le fait de nous. Nos garçons, nos maris, nos frères, nos pères, c'est nous. Et je me dis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et pourquoi on est né là? Et pourquoi ça passe? Et pourquoi il n'y a pas une révolte? Pourquoi on n'est pas ambitieux? Pourquoi on ne pense pas que ça peut être différent? Et pourquoi on ne pense pas que ce n'est pas normal? Pourquoi on inscrit ça dans la normalité? Et on va parler de l'intégrisme. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est très facile pour moi de tout ranger sous le coup intolérance religieuse. C'est ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est plus insidieux, c'est plus insidieux que ça. Et c'est moi ça qui m'effraie. Parce que si on était seulement dans le domaine qui est clairement lisible, où on sait que ce sont les conservatismes, voilà, c'est clair. On est dans ce camp-là et on l'assume. On est dans le camp, oui, on est des fondamentalistes, de quelque nature que ce soit. Et on sait que c'est clair. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ce flou-là qu'il y a, où tout le monde peut se retrouver justement dans ces excès et dans ces caricatures. C'est vrai que je peux paraître caricatural, mais ce que je vois, et peut-être que j'attends d'Amidou, j'attends de notre sœur Fatou, qui va peut-être avoir un regard plus sage, voilà, et qui est en mesure de décrypter de manière beaucoup plus peut-être sereine et de manière beaucoup plus réfléchie et de manière beaucoup plus subtile peut-être certaines. Mais personnellement, c'est mon état d'esprit. Et je pense que j'avais des statistiques sur les violences, mais je pense que ce n'est pas la peine, on les connaît. Les statistiques du geste, mais j'étais à une conférence, je pense qu'il y a 2 ans, il y avait Mariama Touré Thiam, le docteur Mariama Touré Thiam, sociologue, qui regardant cette statistique-là, qui dit, mais si je prends ma région qui est Diourbel, ça veut dire que si on prend la population là, quand on a ici 10 personnes ou 10 les 7 là sont potentiellement des violeurs, tu vois, des perpétrateurs de violences, etc. Ça, ça m'effraie, ça fait peur. Ça dit quand on ramène ces chiffres-là dans la réalité de notre vécu, ça fait peur.
Euh, et donc j'avais des statistiques. Je pense que je vais passer sur les statistiques parce que je commence mon intervention commence à être longue. Mais je voulais quand même parler des médias et des réseaux sociaux, qui pour moi sont devenus le repère de ces intolérances et de cette agression et de cette violence inouïe. Moi, je suis journaliste de formation. J'ai écrit pour mon mémoire de journalisme sur l'image des femmes dans les médias au Sénégal. Mais j'avoue qu'avec le recul, ça fait 20 ans en arrière. Aujourd'hui, si on regarde, si j'entreprenais le même travail avec les médias sénégalais, je pense que les conclusions auxquelles j'étais arrivée vont être démultipliées peut-être par 10. J'ai jamais vu autant de contenus misogynes et sexistes qui sont le fait d'hommes et de femmes des médias. Et ce n'est pas fortuit, tout simplement parce que, quoi qu'on dise, c'est nous qui nous retrouvons dans les médias, qui nous retrouvons dans tous les espaces, et voilà. Mais comment se fait-il que nous voyons tous les jours se proliférer des résistances idéologiques, ces résistances idéologiques-là, et qui sont véhiculées de manière soit très abrupte, soit de manière très insidieuse. Et pour moi, est-ce qu'il y a derrière un travail savamment entretenu d'imprimer dans les imaginaires-là cet ordre social-là qui évolue? Et quel est aujourd'hui le rôle que jouent les médias dans ça? Et pourquoi nos médias se positionnent sciemment comme étant les vecteurs de l'intégrisme, des fondamentalismes là qu'on a et de cette intolérance vis-à-vis des femmes? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et pourquoi, encore une fois, ni la puissance publique, ni les régulateurs, Et pourquoi on n'est pas assez équipé, outillé, et on n'est pas assez debout pour dire non? Parce que toutes les émissions que l'on voit là, toutes les émissions telles qu'elles sont, toutes les pièces de théâtre, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les téléfilms, mais chaque fois que je tombe sur aujourd'hui, j'ai regardé un téléfilm avec mon mari, mais il me disait, mais je ne comprends pas. Enfin, on est tombé sur le, il me dit, mais depuis que ça a commencé, là, ça toujours autour de mariage, ceci, cela. Parce que c'est ça, on va dire peut-être que c'est ceux qui vont, c'est ceux qui correspondent. Mais pourquoi on ne questionne pas tout ça et pourquoi justement il n'y a pas cette demande-là de redevabilité, cette responsabilité sociétale des médias-là n'est pas posée. Et les médias, les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à faire tomber comme un château de cartes tous les articles qu'on a. Et moi, ce qui m'effraie, encore, il y a plein de choses qui m'effraient, mais ce qui me traumatise, c'est que ce sont des jeunes aussi, des personnes qui sont d'un certain niveau d'éducation, qui sont aujourd'hui, qui pour moi semblent être les plus grands dépositaires de ce sexisme. Le lynchage systématique des féministes, dès qu'on ose prendre position pour une cause féministe, ou qu'on se dit féministe, ce lynchage-là systématique qui est là, qu'on fait subir, cette violence morale, cette violence, je ne sais plus comment la qualifier, mais pourquoi on va parler, oui, c'est peut-être la précarité, c'est peut-être la précarité, etc. Mais qu'est-ce qui explique cela? Et pourquoi on en est là? Pourquoi ces discours de haine prolifèrent contre les filles, contre les femmes? Pourquoi cet harcèlement en ligne qui sont pour moi, quand je parle de nouvelles manifestations, mais aussi c'est en relation avec notre époque, avec des outils, etc. Et pourtant, quand on regarde les statistiques, ce sont les 60% de ceux qui utilisent les TIC, les réseaux sociaux là, ils ont moins de 35 ans. C'est ça que je disais, c'est pourquoi ces jeunes, elles prennent des airs de femmes soi-disant libres, ne respectant jamais leur époux, parlent mal et sont souvent infidèles, ne font rien d'utile dans le ménage. Quand elles travaillent, à part s'acheter des conneries, des mondanités banales, genre tissu, tacaille de merde, tacaille veut dire bijou,
Quiconque marie ces genres de femelles le regrettera toute sa vie. Les malheurs de l'humanité ont commencé quand les femmes ont commencé à se mêler des affaires des hommes. Et ça, il y a plus violent que ça. Il y a plus virulent que ça. Il y a plus virulent que ça. Et pour moi, ça appelle, je ne sais pas, il faut y réfléchir. Et malheureusement, je vais peut-être finir par là, tout ceci se passe à un moment où, à mon humble avis, il y a un affaissement des mouvements sociaux féminins. Il y a un hiatus, je trouve qu'il y a un hiatus entre les aspirations, les stratégies, les moyens de lutte et les problèmes auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Il y a un gap terrible entre la jeune génération et les anciennes générations. Une génération intermédiaire qui semble, je trouve que le mouvement social féminin, je travaille sur ces questions-là, je suis en contact, je suis un peu informée par rapport à ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a une perte de la flamme et même des ambitions. Et qu'aujourd'hui, notre mouvement associatif, notre mouvement social féminin a un agenda qui est devenu flou aussi et illisible. J'ai l'impression que nous sommes dans des compromissions ou carrément dans un alignement sur des discours qui ne sont pas en accordance avec ce sur quoi ces mouvements-là étaient. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a l'incursion, pour moi, il y a l'incursion des religieux, il y a l'incursion des politiques. Mais au-delà de ça, cette peur-là dont je parlais, est-ce que ce terrorisme moral-là, est-ce que c'est seulement cela? Je ne suis pas sûre. Et je pense qu'il y a un grand intérêt à revisiter et surtout à reconnecter ce mouvement-là sur certaines des questions primordiales et surtout sur les besoins des plus jeunes. Un autre aussi élément sur lequel peut-être je nous appelle à peut-être réfléchir, c'est une désertion pour moi des intellectuels, hommes et femmes. Avant, on avait des courants, voilà, on avait ce qu'on appelle des intellectuels publics qui sont courageux, qui défendent, mais aujourd'hui, est-ce que aussi là, cette terreur-là dont je parle a fini à prendre le dessus sur, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. On avait avant des courants politiques qui portaient la question des femmes. Les partis de gauche étaient connus comme étant des partis qui portent des causes avant-gardistes, dont la défense des droits des femmes. Aujourd'hui, avec toute encore une fois, au niveau de l'illisibilité des politiques, là, on ne sait plus qui est gauche, c'est pareil. Donc, j'ai l'impression que les femmes n'ont plus d'alliés aujourd'hui sur l'espace public. Les femmes n'ont plus d'alliés. Elles sont seules. Et quand je dis les femmes, ce sont les filles, ce sont celles qui subissent ces violences, qui subissent cet harcèlement et qui, dans leur chair, ont certaines peines. Et notre espace est confisqué par le règne de la terreur. Quelle piste? Je ne sais même pas. Je pose juste des questions. Mais pour moi, je pense que, parce que je ne veux pas juste dresser un tableau sombre de problèmes, mais je pense que l'éducation dans les familles est une question de taille. Et la question fondamentale que je me pose est celle de savoir que faisons-nous de nos enfants? Comment est-ce que nous éduquons nos enfants dans nos familles, dans notre foyer, dans notre propre intimité? Comment élevons-nous nos garçons et nos filles? Quelles valeurs leur inculquons-nous? Et où est notre humanité dans tout ça? Parce que, at the end of the day, c'est-à-dire, c'est une question juste d'humanité. De notre humanité dans tout ça.
Et où est la concordance entre ce que nous disons ou pensons être et nos actes au quotidien? L'école doit être pour moi aussi, l'école doit être réinterrogée. L'école a un rôle fondamental dans le façonnement de notre vision du monde. Faut-il revoir nos curricula? Je le pense bien, mais avant tout, il est bien entendu, c'est aussi les enseignants, des curricula, parce que c'est pas seulement avoir des curricula, c'est aussi la façon dont, donc il y a beaucoup à faire, et je pense que combattre la masculinité toxique, inculquer l'estime de soi à nos filles, combattre la masculinité toxique, pour moi, c'est vraiment une tâche qui nous incombe tous. J'ai entendu ce matin madame de la coopération dire, elle a utilisé un terme par rapport à comment faire inculquer je ne sais plus comment elle a dit, sa propre valeur à sa personne. Mais pour nos filles, je pense qu'il y a beaucoup à faire, et je me réjouis de voir que le musée, justement, est sur ce terrain-là. Mais voilà, je vais peut-être m'en arrêter là, à dire, pour ne pas trop confisquer la parole, ou pas la confisquer davantage. J'avoue que je suis à court d'idées, mais je suis convaincue que nous avons besoin d'un changement radical de cap. Et je laisse à Amidou. Merci. Merci.